Au moment où Victoire a eu 42 ans, l'empire de la restauration qu'elle avait bâti à partir des recettes de sa grand-mère était évalué à 23,8 millions d'euros. 15 établissements à travers le sud de la France, et chacun d'eux affichait complet tous les soirs. Je n'avais jamais vu ma fille aussi heureuse que lorsqu'elle était dans les cuisines de ce restaurant phare à Lyon, en train d'apprendre à ses enfants, Sophie et Noé, comment préparer une sauce béchamel exactement comme sa grand-mère le lui avait enseigné. 3 mois plus tard, elle était morte. J'ai 71 ans aujourd'hui. J'ai passé 35 ans de ma vie en tant que comptable avant de prendre ma retraite. Les chiffres, les schémas, les incohérences. C'est ce que je connais. Je n'aurais jamais imaginé devoir utiliser ces compétences pour prouver que ma fille avait été assassinée. Mais j'étais son père. Et quand tous les autres étaient prêts à passer à autre chose, à accepter l'explication de facilité, je ne l'ai pas pu. Je m'y suis refusé. Ceci est l'histoire de la façon dont la propre tante de ma fille a essayé de voler tout ce que Victoire avait construit, et comment les preuves que Victoire a laissées derrière elle l'ont complètement détruite. Victoire a ouvert son premier restaurant à l'âge de 24 ans. La cuisine de la famille Moreau, l'avait-elle appelée. C'était un tout petit endroit dans le centre-ville de Lyon, d'à peine 20 tables, mais la nourriture y était extraordinaire. Les recettes de ma mère, des pâtes à la carbonara qui faisaient pleurer les hommes adultes, un rôti du dimanche pour lequel les gens faisaient la queue au coin de la rue, un hachis parmentier qui avait le goût de la maison, même si vous n'aviez jamais mis les pieds à la campagne. Ma mère était décédée quand Victoire avait 16 ans, mais elle avait passé ces 16 années à enseigner à Victoire tout ce qu'elle savait, chaque technique, chaque secret, chaque histoire derrière chaque plat. Quand Victoire a ouvert ce premier restaurant, c'était comme si ma mère était là avec elle. L'affaire a prospéré. À l'âge de 30 ans, Victoire possédait 5 établissements. À 35 ans, 10. Elle a épousé Grégoire Martin, un homme bon qui avait été son sous-chef dans le restaurant d'origine. Ils ont eu 2 enfants, Sophie, qui a 14 ans aujourd'hui, et Noé, 10 ans. Victoire gérait le côté commercial tandis que Grégoire s'occupait des opérations en cuisine. Ils étaient des partenaires dans tous les sens du terme. Ma sœur Diane était toujours là, rôdant en périphérie. Elle avait aidé à élever Victoire après la mort de ma femme, alors que Victoire n'avait que 8 ans. Diane ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant, et elle avait déversé toute cette énergie maternelle sur Victoire. Pendant des années, j'en ai été reconnaissant. Victoire avait besoin de cette présence féminine dans sa vie, et Diane semblait l'aimer sincèrement. Mais à mesure que le succès de Victoire grandissait, quelque chose a changé chez Diane. Elle a commencé à faire des suggestions, une expansion agressive, des opportunités de franchise, une réduction des coûts en utilisant des ingrédients moins chers. Victoire refusait toujours. Il ne s'agit pas de gagner le plus d'argent possible, tante Diane, disait-elle. Il est question d'honneur, de faire vivre l'héritage de grand-mère de la bonne manière. J'ai commencé à remarquer la tension environ 2 ans avant la mort de Victoire. Diane se pointait au dîner de famille avec des propositions commerciales, des tableurs, des prévisions. Victoire déclinait poliment. Diane prenait alors cette expression sur son visage, ce sourire aux lèvres pincées qui n'atteignait jamais ses yeux. « Papa, je crois que tante Diane a détourné de l'argent de l'entreprise », m'a avoué Victoire un soir d'avril. Nous étions assis dans mon jardin, regardant Sophie et Noé jouer avec mon chien. Les chiffres ne collent pas. De petites sommes au début, mais ça devient de plus en plus gros. J'ai tout documenté. Depuis combien de temps cela dure-t-il, ai-je demandé. Au moins 18 mois, peut-être plus. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos de dossiers financiers. Je vais le signaler aux autorités, mais j'ai d'abord besoin que tout soit absolument solide. Tu sais à quel point je suis prudente avec les chiffres. J'ai appris du meilleur. Elle m'a souri, et mon cœur s'est un peu brisé. Ma fille prudente et méticuleuse. Elle tenait ça de moi. Fais attention, ma chérie, lui ai-je dit. Si Diane se rend compte que tu sais. Je sais, papa, j'agis intelligemment. J'ai fait des copies de tout, stockées à plusieurs endroits. S'il m'arrive quoi que ce soit. Elle a ri, en secouant la tête. Écoute-moi, je deviens dramatique. Il ne va rien se passer. Je suis juste minutieuse. C'est la dernière véritable conversation que j'ai eue avec ma fille. Victoire est décédée le 15 juin. Elle était au restaurant phare pour tester de nouvelles recettes pour le menu d'automne. Vers 20 h, elle a commencé à se sentir mal, nausée,
vertige, douleur thoracique. Grégoire l'a emmené d'urgence à l'hôpital, mais son cœur s'est arrêté dans l'ambulance. Les médecins ont essayé de la réanimer pendant 40 minutes. Elle n'a jamais repris connaissance. La cause officielle du décès était un arrêt cardiaque. Ce sont des choses qui arrivent, nous a dit le médecin. Des personnes jeunes et apparemment en bonne santé ont parfois des problèmes cardiaques non diagnostiqués. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Je me tenais là, dans ce couloir d'hôpital stérile, serrant ma petite fille Sophie dans mes bras pendant qu'elle sanglotait sur mon épaule, et quelque chose clochait. Victoire venait tout juste de passer un examen médical complet 2 mois plus tôt. Elle en avait eu besoin pour augmenter sa police d'assurance vie. Son cœur était parfait. Tout était parfait. L'enterrement fut insoutenable. Plus de 300 personnes sont venues, le personnel des 15 restaurants, des fournisseurs, des clients devenus des amis au fil des années. Grégoire se tenait au premier rang avec Sophie et Noé, ayant l'air de pouvoir s'effondrer à tout moment. Mes petits-enfants n'arrêtaient pas de demander quand leur maman allait revenir, n'arrivant pas tout à fait à réaliser qu'elle était vraiment partie. Diane a joué la tante éplorée à la perfection. Elle a tenu la main de Sophie pendant la cérémonie, a prononcé un éloge funèbre larmoyant sur le fait que Victoire avait été comme une fille pour elle. Elle a aidé à organiser la réception qui a suivi, a dirigé les traiteurs, s'est assuré que tout le monde ait à manger. Les gens n'arrêtaient pas de me dire à quel point c'était merveilleux que Victoire ait eu une tante aussi dévouée pour aider la famille à traverser cette période difficile. Moi, je l'observais, cependant, je la regardais évoluer dans la foule avec ce même sourire aux lèvres pincées. Je l'ai vu chuchoter à quelqu'un sur son téléphone, dehors dans le jardin. Je l'ai vu quitter la réception plus tôt, en prétextant l'épuisement. Le lendemain matin, Diane avait disparu, purement et simplement. Son appartement était verrouillé. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Quand j'ai finalement réussi à joindre son assistante, on m'a dit que Diane avait eu une urgence familiale dans le Nord et qu'elle serait absente pendant au moins 2 mois. Quelle urgence familiale, ai-je exigé de savoir. Je suis son frère. Notre famille est ici. L'assistante n'en savait pas plus. Pendant 2 mois, nous n'avons eu aucune nouvelle. Grégoire essayait de maintenir les restaurants à flot, mais il se noyait dans le chagrin et la paperasse. Victoire s'était toujours occupée de toutes les opérations commerciales, et bien que Grégoire soit un chef brillant, il n'avait jamais géré le côté administratif de l'entreprise. J'ai aidé là où je pouvais, fouillant dans le bureau de Victoire, essayant de comprendre les contrats, les accords avec les fournisseurs et les emplois du temps du personnel. C'est là que j'ai trouvé le premier indice que quelque chose n'allait profondément pas. Le bureau de Victoire avait un tiroir verrouillé. Grégoire n'avait pas la clé, et moi non plus. J'aurais dû laisser tomber. J'aurais dû appeler un serrurier. Mais j'étais comptable, je savais comment crocheter une simple serrure de bureau. À l'intérieur se trouvait une clé USB scotchée au fond du tiroir. Rien d'autre. Juste cette clé avec une étiquette écrite de la main de Victoire, pour papa, s'il arrive quoi que ce soit. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai branchée sur l'ordinateur de Victoire. La clé contenait 47 enregistrements audio. Victoire avait porté un petit appareil d'enregistrement pendant des mois, documentant chaque conversation qu'elle avait eue avec Diane au sujet de l'entreprise. Je suis resté assis là, dans le bureau de ma fille, à écouter sa voix à nouveau, et c'était comme si elle était juste là, avec moi. Le premier enregistrement datait de janvier, il y a 8 mois. Victoire interrogeait Diane sur une anomalie dans les comptes. L'explication de Diane était fluide, mais on pouvait entendre la tension sous-jacente. Le deuxième enregistrement, en mars. Victoire affrontait Diane plus directement. Diane se mettait sur la défensive, accusant Victoire de ne pas faire confiance à sa famille. Les enregistrements empiraient progressivement. En mai, Victoire disait à Diane qu'elle avait des preuves de détournement de fonds s'élevant à plus de 340 000 €. Elle donnait à Diane l'occasion de rendre l'argent discrètement avant d'aller voir les autorités. Puis le dernier enregistrement, le 10 juin, 5 jours avant la mort de Victoire. Tu as une semaine, tante Diane. Une semaine pour arranger ça, ou je dépose plainte auprès de la police et de la brigade financière. Tu n'oserais pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé, Victoire. Quand ta mère est morte, qui était là? Ça ne te donne pas le droit de me voler. De voler l'avenir de mes enfants. Tu commets une terrible erreur. Cette famille a déjà trop perdu. Ne nous déchire pas pour de l'argent.
Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de justice. Une semaine, Diane. L'enregistrement s'arrêtait là. Je suis resté dans ce bureau jusqu'au coucher du soleil, écoutant ces 47 enregistrements en boucle. La voix de Victoire, la voix de Diane. La preuve était bel et bien là. Diane volait l'entreprise depuis près de 2 ans. De petites sommes au début, puis des montants de plus en plus importants. Et lorsque Victoire l'avait affronté et lui avait posé un ultimatum. 5 jours plus tard, ma fille était morte. J'ai fait des copies de tout et je les ai stockées dans 3 endroits différents. Ensuite, j'ai appelé un vieil ami de mon époque de comptable, quelqu'un qui s'était reconverti dans l'investigation financière. J'ai besoin que tu examines quelque chose pour moi, lui ai-je dit doucement. Et j'ai besoin que tu me dises si je perds la tête ou si c'est bien ce que je crois. Il s'appelait Robert Dubois. Nous avions travaillé ensemble pendant 15 ans avant de prendre tous les deux notre retraite. Si quelqu'un pouvait m'aider à découvrir ce qui était réellement arrivé à Victoire, c'était bien lui. Michel, a dit Robert après que je lui ai tout expliqué, c'est sérieux. Si tu as raison, si Diane a fait quelque chose à Victoire, tu dois aller voir la police. Je n'ai aucune preuve qu'elle lui ait fait quoi que ce soit. J'ai la preuve qu'elle volait. Oui, mais la mort de Victoire a été classée de cause naturelle. Un arrêt cardiaque sans preuve d'acte criminel. Tout ce que j'ai, ce sont les soupçons d'un père en deuil. Alors on va obtenir des preuves. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Robert a commencé à creuser. Il a découvert que Diane avait quitté la région lyonnaise le matin suivant l'enterrement, conduisant tout droit vers la Côte d'Azur. Elle y était restée pendant exactement 2 mois, non pas chez un membre de la famille comme son assistante l'avait sous-entendu, mais dans un hôtel de luxe à Cannes, payant en espèces, faisant profil bas. Elle attendait, a dit Robert quand il m'a appelé pour m'informer. Elle attendait que les choses se calment, que le chagrin s'apaise, que tout le monde arrête de poser des questions. Le 25 août, 2 mois jour pour jour après les funérailles de Victoire, Diane est rentrée à Lyon. Elle s'est présentée chez Grégoire avec une mallette en cuir et un sourire compatissant. Il se trouvait que j'étais là. Je passais beaucoup de temps avec Grégoire et les enfants, pour les aider à s'adapter à la vie sans Victoire. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Diane se tenir là, tout mon instinct m'a dicté de la lui claquer au nez. Mais j'avais besoin de voir ce qu'elle comptait faire. Alors, je l'ai laissée entrer. Grégoire, mon chéri, je suis tellement désolé d'avoir été absente, a dit Diane en le prenant dans ses bras. Je ne pouvais tout simplement pas supporter d'être ici, de voir tout ça sans Victoire. J'avais besoin de temps pour faire mon deuil en privé. J'espère que tu comprends. Grégoire, toujours noyé dans son propre chagrin, a simplement hoché la tête. Mais je suis de retour maintenant, et je dois te parler de quelque chose d'important. Concernant les dernières volontés de Victoire. Elle a ouvert sa mallette et en a sorti un document. Voici le testament de Victoire, a-t-elle annoncé. Elle me l'a donné il y a 6 mois. Elle m'a demandé de le garder en sécurité. Elle disait qu'elle ne voulait pas t'inquiéter. Elle ne voulait pas que tu penses à la mort alors que vous étiez si heureux tous les deux, mais elle voulait que je l'aie, au cas où. Grégoire a pris le document d'une main tremblante. Je me suis approché et j'ai lu par-dessus son épaule. Selon ce testament, Victoire léguait 80% de l'entreprise à Diane. Les restaurants, l'immobilier, tout. Grégoire recevait 20% et l'assurance vie. Sophie et Noé obtenaient chacun un fonds de placement, mais ils étaient bien inférieurs à ce dont Victoire m'avait parlé, 170 000 € chacun au lieu des 1,7 million d'euros chacun qu'elle avait mis en place à peine 3 mois plus tôt. Ça n'a aucun sens, a dit Grégoire, la voix à peine audible. Victoire ne l'aurait jamais. Nous avions discuté de l'entreprise. Elle voulait que les enfants héritent de tout. Elle voulait s'assurer qu'ils ne manqueraient de rien. Je sais que c'est un choc, a dit Diane, la voix dégoulinante d'une fausse compassion. Mais Victoire et moi avions beaucoup parlé de l'avenir de l'entreprise. Elle savait que je comprenais l'héritage familial. Elle savait que je ferais vivre les recettes de sa grand-mère. Et honnêtement, Grégoire, tu n'as jamais voulu t'occuper du côté commercial. Comme ça. Tu pourras te concentrer sur ce que tu fais de mieux, cuisiner, et je m'occuperai de tout le reste. Je veux voir l'original, ai-je dit. Ma voix était glaciale. Ceci est une copie. Où est le document original? Diane m'a regardé pour la première fois depuis qu'elle était entrée.
Il est dans un coffre-fort. L'avocat de Victoire là. Quel avocat? Martin Charpentier. Il a un cabinet rue de la République. Je n'avais jamais entendu parler de Martin Charpentier. La véritable avocate de Victoire était une femme nommée Patricia Rousseau, et je lui avais parlé 2 semaines plus tôt. Elle m'avait dit que le testament de Victoire était très clair, tout allait à Grégoire et aux enfants, avec des dispositions pour que l'entreprise soit détenue en fiducie jusqu'aux 25 ans de Sophie. J'aimerais parler à Maître Charpentier, ai-je dit. Bien sûr. J'organiserai une réunion pour la semaine prochaine. Diane s'est levée et a souri à Grégoire. Je sais que c'est bouleversant. Prends le temps de tout assimiler, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi et pour les enfants. Nous sommes une famille, et la famille prend soin des siens. Après son départ, Grégoire s'est assis sur le canapé, fixant le document entre ses mains. Je ne comprends rien à tout ça. Moi non plus, ai-je répondu. Mais je vais tirer ça au clair. Le lendemain, je suis allé voir Patricia Rousseau en personne. Martin Charpentier. Patricia a froncé les sourcils devant son écran d'ordinateur. Il a été radié du barreau il y a 3 ans. Fraude, faux et usage de faux, falsification de documents. Il a purgé 18 mois de prison et a été libéré l'année dernière. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et le véritable testament de Victoire est juste ici, dans mon bureau, où il se trouve depuis qu'elle l'a signé en mars, a poursuivi Patricia. Tout va à Grégoire et aux enfants. Diane Moreau n'est mentionnée nulle part, sauf en tant que tutrice de la fiducie dans le cas où Victoire et Grégoire mourraient tous les deux avant que Sophie n'atteigne l'âge de 25 ans. Je lui ai montré la copie du testament que Diane avait présenté. Elle l'a examiné attentivement, ses sourcils se fronçant davantage. C'est un faux, a-t-elle finalement dit. Un bon faux, mais un faux. Les signatures sont incorrectes. Elles s'en rapprochent, mais ce ne sont pas tout à fait les bonnes. Et regardez le tampon du notaire. Le numéro ne correspond à aucun notaire agréé en France. Pouvez-vous témoigner de cela? Absolument. Mais Michel, si Diane présente un faux testament, nous devons aller voir la police. C'est grave. Je sais, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de prouver ce qu'elle a fait à Victoire. Patricia m'a regardé attentivement. Vous pensez que Diane a tué Victoire? Je pense que ma fille a été assassinée, et je pense que les preuves pour le démontrer se trouvent quelque part. J'ai juste besoin de les trouver. Robert Dubois m'a de nouveau tiré d'affaire. Il avait un contact à l'hôpital où Victoire était décédée, une infirmière qui se souvenait de cette nuit-là parce que la situation lui avait paru très étrange. La patiente est arrivée avec des signes classiques d'empoisonnement, nous a dit l'infirmière lorsque nous l'avons rencontrée dans un café en périphérie de la ville. Je ne suis pas médecin, donc je ne pouvais rien dire officiellement. Mais je suis infirmière depuis 23 ans et je sais à quoi ressemble un empoisonnement à l'arsenic. Les nausées, l'arrêt cardiaque, la chronologie des événements. Tout concordait. Pourquoi un test toxicologique n'a-t-il pas été demandé, a questionné Robert. Le médecin traitant a conclu à un arrêt cardiaque. Une femme jeune et en bonne santé, aucun signe évident de traumatisme. Parfois, les gens meurent, tout simplement. C'est tragique, mais ça arrive, sans qu'il y ait de raison de soupçonner un empoisonnement. Il n'y a pas de dépistage automatique. Pourrions-nous en demander un maintenant, ai-je demandé. Pas sans une ordonnance du tribunal. Et vous auriez besoin de preuves d'un acte criminel pour obtenir cela. J'avais besoin de preuves et je savais exactement où les trouver. Victoire avait toujours été méticuleuse. Quand elle testait de nouvelles recettes, elle gardait des échantillons de tout, notait les mesures exactes, conservait des photographies, et stockait des portions dans le congélateur industriel du restaurant pour pouvoir s'y référer à l'avenir. C'était son système, sa façon de perfectionner chaque plat avant qu'il ne soit mis au menu. Je suis allé au restaurant phare tard dans la nuit, alors que tout le personnel de cuisine était rentré chez lui. Grégoire m'avait donné les clés il y a des mois. Je suis allé directement à la chambre froide, dans la section où Victoire gardait ses échantillons de test. Le 14 juin, la veille de sa mort, Victoire avait testé 3 nouveaux plats cette semaine-là, un ragoût d'agneau, un risotto aux fruits de mer et un nouveau dessert. Chaque échantillon était soigneusement étiqueté, daté, et conservé dans des boîtes hermétiques. J'ai pris les 3 échantillons, je les ai emballés avec soin, je les ai maintenus congelés, et je les ai apportés à un laboratoire privé le lendemain matin.
J'ai besoin de faire analyser ces plats pour y détecter d'éventuelles toxines, ai-je dit au technicien. Surtout l'arsenic. Les résultats sont revenus 3 jours plus tard. Le ragoût d'agneau et le dessert étaient sains, mais le risotto aux fruits de mer, celui que Victoire avait mangé pour le dîner le 14 juin, la veille de sa mort, contenait assez d'arsenic pour tuer un adulte en bonne santé en 12 à 24 heures. Quelqu'un avait empoisonné la nourriture de ma fille. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait eu accès à cette cuisine, qui connaissait le planning de test de Victoire, qui avait à la fois le mobile et l'opportunité. Mais j'avais encore besoin de preuves. J'avais besoin de démontrer que Diane avait été là, qu'elle avait eu la possibilité de contaminer la nourriture. Puis, je me suis souvenu que Victoire avait fait installer des caméras de sécurité dans tous ses restaurants 6 mois plus tôt, pas dans les espaces publics, mais dans les cuisines, les zones de stockage et les bureaux. Elle voulait surveiller la sécurité alimentaire et les inventaires. J'ai appelé l'entreprise de sécurité. Les vidéos étaient stockées sur des serveurs cloud, sauvegardées automatiquement. J'avais les mots de passe de Victoire. Elle me les avait donnés des mois auparavant. Cela faisait partie de ses préparatifs de type « s'il arrive quoi que ce soit ». J'ai passé 2 jours à visionner les enregistrements du 14 juin. Il y avait 5 caméras dans les cuisines du restaurant phare. La plus grande partie de la journée était routinière, le personnel préparant le service du soir, Victoire se déplaçant entre les différents postes, supervisant le tout. Puis, à 15 heures, Diane est apparue. Elle n'était pas censée être là. Elle ne travaillait pas au restaurant. Elle n'avait aucune raison légitime de se trouver en cuisine, mais elle était là, entrant par l'accès des livraisons, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule. La caméra avait tout capturé. Diane se dirigeant vers le plan de travail où refroidissaient les échantillons de test de Victoire. Diane sortant une petite fiole de son sac à main. Diane ouvrant prudemment la boîte contenant le risotto aux fruits de mer et y versant quelque chose. Diane le remuant, refermant la boîte et repartant. L'ensemble a pris moins de 3 minutes. Je l'avais sur vidéo, en train d'empoisonner la nourriture de ma fille. J'ai appelé Patricia Rousseau. Puis j'ai appelé la police. Ensuite, j'ai appelé Robert Dubois et je lui ai dit de venir, car j'avais besoin d'un témoin pour tout ce que j'allais faire. L'inspectrice assignée à l'affaire était une femme nommée Sarah Morel. Elle travaillait dans la police judiciaire de Lyon depuis 16 ans, principalement à la brigade criminelle. Quand je lui ai tout montré, les enregistrements audio, le faux testament, les résultats du laboratoire, les vidéos de sécurité, elle s'est adossée à sa chaise et a laissé échapper un long soupir. C'est l'une des affaires de meurtre les mieux documentées que j'ai jamais vues, a-t-elle déclaré. Votre fille a, pour ainsi dire, enquêté sur son propre meurtre et vous a laissé toutes les preuves dont vous auriez besoin pour le démontrer. Elle le savait, ai-je dit, la voix brisée. Elle savait que Diane était dangereuse. Elle ignorait simplement à quel point elle l'était jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Nous devrons exhumer le corps pour réaliser un test toxicologique officiel. Pouvez-vous en donner l'autorisation ? Grégoire a signé les papiers le jour même. Il avait d'abord été dans le déni, incapable de croire que quelqu'un de la famille puisse commettre un acte aussi horrible. Mais quand je lui ai montré les images de vidéosurveillance, quand il a vu de ses propres yeux Diane empoisonner le plat de Victoire, quelque chose s'est brisé en lui. Je témoignerai, a-t-il dit. Tout ce dont vous avez besoin. Je m'assurerai que cette femme ne revoit jamais la lumière du jour. L'exhumation a confirmé ce que nous savions déjà. Les prélèvements de tissus de Victoire ont révélé des niveaux mortels d'arsenic. Le médecin légiste a modifié la cause de la mort, de « cause naturelle » à « homicide ». L'inspectrice Morel a agi vite. Elle a obtenu des mandats pour perquisitionner l'appartement de Diane, et saisir ses relevés bancaires et téléphoniques. Ce que nous avons découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Diane avait déjà fait cela auparavant. En 2018, elle avait été l'associée d'une entreprise de traiteurs à Strasbourg, en Alsace. Son associée, une femme nommée Julie Martel, était morte soudainement d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans. Diane avait hérité de l'entreprise, l'avait vendue pour près de 850 000 €, et s'était installée à Lyon. La police de Strasbourg n'avait jamais mené d'enquête. Pourquoi l'aurait-elle fait? Julie avait des antécédents d'hypertension. Les crises cardiaques, cela arrive. Mais lorsque l'inspectrice Morel les a contactés avec nos preuves, ils ont accepté d'exhumer le corps de Julie également. Sans surprise, empoisonnement à l'arsenic.
Diane Moreau avait assassiné 2 femmes, volé leurs entreprises et s'en était tiré en toute impunité pendant des années. L'arrestation a eu lieu le 15 septembre. L'inspectrice Morel et 4 autres agents se sont présentés à l'appartement de Diane à 6 heures du matin. Je n'y étais pas. Les civils ne sont pas autorisés lors des arrestations, mais Robert a été autorisé à observer en tant que consultant expert en criminalistique. Il m'a raconté plus tard que Diane avait d'abord été calme, confiante. Elle avait supposé que son plan avait fonctionné, que personne ne remettrait jamais en question la mort de Victoire ou le faux testament. C'est un malentendu, a-t-elle dit à l'inspectrice. Victoire était comme une fille pour moi. Je ne lui aurais jamais fait de mal. Puis l'inspectrice Morel lui a montré les images de vidéosurveillance, lui a montré les résultats du laboratoire, et lui a parlé de Julie Martel à Strasbourg. Robert a dit que le visage de Diane est devenu complètement livide. Elle n'a plus dit un seul mot après ça, elle a juste demandé un avocat. Le procès a duré 6 semaines. Je me suis assis dans cette salle d'audience chaque jour, Grégoire à mes côtés, regardant l'accusation exposer en détail ce que Diane avait fait. Ils ont présenté les enregistrements audio, la voix de Victoire, ses soupçons sur les détournements de fonds. Ils ont présenté le faux testament, l'avocat radié qui avait été payé 12 750 € pour le falsifier. Ils ont présenté les résultats de laboratoire concernant le risotto aux fruits de mer. Et ils ont présenté la vidéo de surveillance, la passant 3 fois devant les jurés pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce qu'ils voyaient. L'avocat de la défense de Diane a tout essayé. Il a prétendu que les images de vidéosurveillance avaient été truquées. Il a affirmé que Victoire voulait réellement que Diane hérite de l'entreprise. Il a soutenu que le détournement de fonds et le meurtre n'étaient pas liés, que quelqu'un d'autre avait dû empoisonner Victoire. Le jury n'a rien cru de tout cela. Le 8 novembre, après seulement 4 heures de délibération, ils sont revenus avec un verdict. Coupable de 2 chefs d'accusation d'assassinat. Coupable de fraude. Coupable de faux et usage de faux. Coupable de détournement de fonds. Le juge l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai observé Diane pendant la lecture de la sentence. Elle n'a pas réagi, n'a pas pleuré, n'a montré absolument aucune émotion. Elle est simplement restée là, avec cette même expression aux lèvres pincées qu'elle arborait aux funérailles de Victoire. Pendant que les huissiers l'emmenaient, elle m'a regardé juste une seconde, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas des remords, ni des regrets, mais de la colère. La colère d'avoir été prise au piège, de voir que Victoire avait été assez intelligente pour laisser des preuves derrière elle. Je lui ai rendu son regard et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni triomphe, juste un épuisement viscéral. Ma fille était toujours morte. Aucun verdict n'allait la ramener. Mais au moins, justice était faite. Au moins, les enfants de Victoire grandiraient en sachant que leur mère les avait protégés, même après sa disparition. Au moins, Diane ne ferait plus jamais de mal à personne. Grégoire, Sophie et Noé vont mieux maintenant. Pas merveilleusement bien, on ne se remet jamais de la perte de quelqu'un comme Victoire mais mieux. Les restaurants tournent toujours, Grégoire supervise les cuisines et un directeur commercial que je l'ai aidé à recruter gère les opérations. Le restaurant phare à Lyon a été rebaptisé « L'héritage de Victoire » et sa photo est accrochée au-dessus de la porte de la cuisine. Sophie veut maintenant devenir chef, comme sa maman. Noé garde le livre de recettes de Victoire dans sa chambre, les pages usées à force de le lire tous les soirs avant de s'endormir. J'ai créé la Fondation Culinaire Moreau avec 4,25 millions d'euros provenant des bénéfices de l'entreprise. C'est ce que Victoire aurait voulu. Chaque année, nous offrons des bourses à 20 apprentis chefs issus de familles monoparentales, accompagnés d'un exemplaire du livre de recettes de ma mère. Les mêmes recettes qui ont été à l'origine de tout cela. Les mêmes recettes que ma mère a apprises à Victoire. Et que Victoire apprenait à ses propres enfants. Les gens me demandent parfois si tout cela en valait la peine. Les nuits blanches, l'enquête, la douleur de revivre la mort de ma fille encore et encore pendant que je montais le dossier contre Diane. Ils me demandent si j'ai parfois voulu simplement laisser tomber, accepter la version initiale et continuer ma vie. Je pense alors à Sophie, à ses 14 ans, me demandant un soir si sa mère savait que tante Diane lui ferait du mal. Et j'ai pu lui répondre, ta mère était brillante, ma chérie. Elle savait que quelque chose n'allait pas et elle nous a tous protégés, même après son départ. Elle a laissé derrière elle tout ce dont nous avions besoin pour obtenir justice. Voilà à quel point elle t'aimait.
Cette réponse apportée à Sophie valait tout l'or du monde. Elle valait chaque nuit blanche. Chaque détail douloureux qu'il m'a fallu découvrir. Chaque instant passé à écouter la voix de ma fille sur ses enregistrements, en sachant que je ne l'entendrai plus jamais en personne. L'argent n'a jamais été le but. Mais savoir que mes petits-enfants sont à l'abri, que l'héritage de Victoire perdure à travers ses 20 bourses chaque année, que Diane Moreau passera le reste de sa vie en prison, en sachant qu'elle a sous-estimé le mauvais père. Voilà ce qui compte. Victoire m'a appris cela. Elle m'a appris que lorsque quelqu'un que vous aimez est menacé, vous vous battez. Vous documentez tout. Vous restez intelligent, vous restez méthodique, et vous n'abandonnez jamais, au grand jamais. Je l'ai élevée pour qu'elle soit meilleure que moi, mais à la fin, elle m'a appris plus que je ne lui ai jamais enseigné. C'est ça, ce que signifie être un Moreau. Et à chaque fois que j'entre dans l'héritage de Victoire, et que je vois sa photo au-dessus de la porte de la cuisine, à chaque fois que je regarde Sophie s'entraîner à faire la recette de carbonara de sa grand-mère, à chaque fois que j'entends Noé lire dans ce livre de recettes usées. Je sais que Victoire est toujours avec nous. Les personnes que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment. Elles continuent de vivre à travers les leçons qu'elles nous ont enseignées, à travers les preuves qu'elles ont laissées derrière elles, et dans la justice pour laquelle nous nous battons en leur nom. Et parfois, si nous sommes très chanceux, elles nous laissent tout ce dont nous avons besoin pour nous assurer que leur meurtrier affronte exactement ce qu'il mérite.